Monsieur Roure, vous venez de sortir un livre dans lequel vous parlez de l'Amérique et qui n'a pas la mission qu'elle se donne. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons qui vous ont poussé à écrire ce... Alors bon, vous savez, dans mon métier, je suis officier général. J'ai été amené à côtoyer quelques armées dans le monde et puis à visiter un certain nombre de pays. Partout, j'ai rencontré des Américains, des États-Unis. Et je me suis aperçu que ce pays avait une ambition hors de propos avec la raison. Les États-Unis, c'est une hégémonie. Et ça remonte à loin, vous savez, ça remonte à très loin. J'ai, pour écrire ce livre, fait un peu d'histoire, et je suis remonté à la colonisation des États-Unis. Sur la côte Est, les 13 premières colonies qui se sont installées, et les protestants anglo-saxons, anglais et hollandais qui se sont installés, et qui tout de suite ont eu une attitude, de supériorité à l'égard des Indiens, à l'égard des autres immigrants, et notamment à l'égard de tous ceux qui n'étaient pas blancs et protestants. Alors, je passe évidemment, mais vous savez que les tribus indiennes ont été massacrées, que les Noirs ont été considérés pendant très longtemps comme des sous-hommes, mais pas seulement. Vous avez eu aussi des populations qui n'étaient pas protestantes et qui ne venaient pas des pays du Nord et qui ont été considérées comme inférieures à cette caste qui était en train de se monter. Et en fait, cette caste, elle a perduré. Elle a perduré et elle s'est radicalisée, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, dans son attitude. C'est ce qui a donné les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, et puis qui a permis au 5e président des États-Unis, par exemple, Monroe, pardon. Oui, c'est Monroe. Je pensais la doctrine Monroe, de faire la doctrine Monroe. La doctrine Monroe qui a dit, bon, les États-Unis s'occupent de l'Amérique, les Européens n'ont plus rien à voir. C'était quand même outrancier à l'époque, au XIXe siècle, où le monde était colonisé, en voie de colonisation. Donc, un complexe de supériorité qui commençait à se marquer. Il a été confirmé après, au début du XXe siècle, par Theodore Roosevelt, en 1905, avec le corollaire de la doctrine de Monroe, qui cette fois-ci a dit le monde, quand il aura besoin de nous, nous interviendrons. C'était audacieux de la part d'un pays qui n'était pas si longtemps avant une colonie et qui ne s'était jamais impliqué dans les affaires européennes, qui ne voulait pas qu'on s'implique dans les affaires du continent américain et qui venait s'impliquer dans les affaires européennes. Alors on peut dire qu'ils avaient participé au traité de paix, mais bon, je le dis dans ce bouquin, ils y sont arrivés peut-être en 1917, mais ils ont été engagés en juin 1918, ils ont perdu 100 000 hommes, 50 000 de maladies, à côté des 1,4 million morts que nous avons eus, les morts des Britanniques, des Allemands, etc. C'était quand même un peu de choses. Mais, il n'empêche, ils ont manifesté une ambition avec, par exemple, le plan en 14 points de Wilson, qui ne contenait pas, à l'origine, la restitution de l'Alsace-Lorraine. Le charcutage, le chaos, on le voyait en prémisse là, c'est ce que les États-Unis ont pratiqué tout au long du XXe siècle. Alors je passe sur l'histoire et j'en arrive j'en arrive à la Seconde Guerre mondiale, où là, leur hubris a commencé à se développer. Ils ont détourné, par exemple, grâce à Hollywood, grâce aux finances, grâce au dollar qu'ils ont rendu, qu'ils allaient rendre à la fois monnaie nationale, considérée comme une monnaie nationale et comme une monnaie internationale, ils ont développé cette idée que les États-Unis avaient une mission, la mission d'exporter leur American Way of Life et d'apporter ça au monde entier. Alors pendant un certain temps,
Ils ont été sous contrôle, parce qu'il y avait de l'autre côté du rideau de fer la Russie et les pays du bloc soviétique, mais à partir de 1991, là, le BRICS a totalement explosé et ils ont voulu, cette fois-ci, dominer véritablement le monde, y compris la Russie, qu'ils considéraient comme héritière de l'URSS. Alors, évidemment, on aborde les aspects géopolitiques contemporains, mais vous voyez bien que cette connaissance historique, cette recherche historique m'a amené à regarder de plus près le rôle des États-Unis dans le monde, et ça n'est pas à la faveur de ce pays. Alors, aujourd'hui, c'est un pays qui est en difficulté, peut-être ça n'apparaît pas aux yeux des concitoyens, mais c'est un pays qui est en difficulté. Je passe sur les 33 000 milliards de dollars de dette, les 115 milliards, 1000 milliards cumulés avec la dette des familles, des entreprises, des États fédérés. Ça, c'est un problème, mais ils sauront le régler, la bulle financière, sauf si le dollar n'est plus une monnaie internationale, une monnaie de compte internationale. Et ça, c'est ce qui risque de se produire assez rapidement. Je ne sais pas si vous êtes informés, mais à l'automne 2024, les BRICS et l'OCS vont décider que le dollar ne sera plus une monnaie de compte dans leurs échanges. Ça risque d'être catastrophique. Alors pas seulement pour les États-Unis, qui vont connaître une inflation considérable, mais également pour tous les pays qui encore jouent avec le dollar. Alors les BRICS et l'OCS, enfin les BRICS si vous voulez, ont le SPSF qui est le pendant du SWIFT. C'est-à-dire que les échanges en capitaux se font avec ce nouveau système, grâce à ce nouveau système, ce qui est gênant pour les Américains qui contrôlaient le SWIFT. Alors, que va-t-il se passer? Ils vont essayer, les États-Unis vont essayer de prolonger leur domination. La monnaie est une cause, et l'autre facteur de domination, c'est évidemment l'armée. L'armée, ils ont 800 bases dans le monde, 800 bases dans le monde, et ils essaient de sauver leur influence par ce biais-là. Alors, ils se tournent vers l'Europe, l'Europe qui est, par le biais de l'OTAN, qui est de plus en plus vassalisée. Je suis désolé de le dire, mais l'Europe, c'est inexistant au point de vue politique. Quand, regardez, les Américains ont réussi à placer un avion qui coûte une fortune et qui n'est pas performant, qui s'appelle le F-35, alors que nous, Français, qui sommes dans l'Europe, du moins en principe, avons le meilleur avion du Tyrol au monde, avec le Rafale, et aucun pays européen, par la Grèce, ne nous en a acheté. C'est proprement scandaleux, mais qui va le souligner? Donc les pays européens sont soumis à l'OTAN, et ça les arrange peut-être, certains sont arrangés, mais ça ne va pas pouvoir durer. Ça ne va pas pouvoir durer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en Ukraine, les Américains sont mal en point, les Russes sont très, retiennent les chevaux, et ne vont pas au bout de leurs possibilités, tout simplement parce que, là aussi, je vais me tirer les foudres de certains. Poutine est un remarquable joueur d'échecs. C'est une spécialité russe, mais là, il faut voir que Poutine sait faire. Et je disais à quelques camarades que quand on veut traiter avec un pays, à plus forte raison quand on veut le contrôler, il faut connaître la civilisation, il faut connaître la culture, il faut être impliqué dans l'âme du pays. Les Slaves, ce sont des Européens, certes, mais des Européens un peu particuliers, et il faut les connaître. Et là, les Américains, imbus de leur supériorité, toujours, pris par cette incantation hégémonique venue de leur origine, venue des WASP et des Pyrrhic Phalos,
les Américains n'arrivent pas à admettre qu'ils ne soient pas les meilleurs et que le monde entier ne les admire pas. Eh ben non, eh ben non. Et c'est pour ça que je parierai pas $1 sur l'avenir des États-Unis en tant que puissance mondiale. Voilà ce que je peux dire, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin. Rappelez-nous le titre. Alors, Dieu n'a pas béni l'Amérique. Dieu n'a pas béni l'Amérique, et c'est aux éditions Sigest, sûr. On peut le commander dans toutes les librairies ou directement chez l'éditeur, chez Sigest. On s'aperçoit bien que la parole du peuple est bloquée. Le législateur ne prend pas ses décisions alors qu'il est majoritaire, puisque le président de la République a perdu les élections législatives. Donc, comment, d'après vous, on pourrait faire en sorte que le peuple français puisse s'exprimer sur les grands sujets qui le concernent? Alors, vous avez raison de poser ce type de questions. Je rappellerai simplement, au début de mon propos, une phrase de Claude Chesson, ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, qui disait que s'il avait fallu chaque fois consulter le peuple pour les questions européennes, on n'aurait fait aucun progrès dans l'intégration européenne. Ça voulait tout dire. Ça voulait tout dire. Et autre chose, par exemple, le référendum. Vous savez que dans la Constitution, le référendum est prévu. Les Français s'expriment soit par la voie du référendum, soit par l'élection des députés et indirectement des sénateurs. Eh bien, regardez ce qui est advenu du référendum en 2005 sur la Constitution européenne. La Constitution européenne dont les Français ne voulaient pas. Ils n'en voulaient pas. Bien, que s'est-il passé? On a eu droit à un texte très proche de la rédaction de ce projet de Constitution et qui a été voté par le Parlement, donc le Sénat et l'Assemblée nationale réunis. Ce qui veut dire que le peuple, pour une caste qui dirige la France depuis un certain nombre d'années, le peuple est quelque chose de dangereux. Alors il y a quelque part un certain mépris du peuple. Le peuple est regardé comme inconscient politiquement, au mieux. Et c'est quand même scandaleux. Le peuple est souverain, et c'est à lui qu'appartient normalement le pouvoir. Et ça, c'est une attitude qui me fait dire que nous ne sommes pas totalement dans une vision démocratique de la vie politique. Nous sommes peut-être dans une démocratie restreinte, mais surtout nous sommes dirigés par, je ne sais pas comment dire, c'est pas une aristocratie, parce que l'aristocratie avait l'ambition du bien, une oligarchie plutôt. Une oligarchie, un peu comme nous avons en Ukraine, un peu comme nous avons en Russie, un peu aussi, même beaucoup, comme nous avons de l'autre côté de l'Atlantique, ça porte un autre nom, mais c'est une caste qui nous dirige. Et il y a un lien, inévitablement, entre cette caste anglo-saxonne, financière, économique, les grands patrons, et puis les gens qui nous dirigent. Alors, évidemment, la politique qui est faite par des gens qui sont alliés à cette espèce de caste ne peut pas être dans le sens du peuple. Le peuple, s'il vote bien, ça va. Mais s'il vote comme il le sent, eh bien, à ce moment-là, ça ne va pas. Et on fait tout pour contourner les élections. Alors, on pourrait parler du référendum d'initiative populaire. C'est quelque chose qui maintenant est prévu. Mais vous vous rendez compte, la mise en place d'un référendum d'initiative populaire, on n'est pas dans les votations suisses. Les votations suisses, où là, on a véritablement une démocratie locale, où on peut organiser un référendum sur des sujets qui intéressent la collectivité considérée. Nous, il nous faut, je ne sais plus combien de
signatures. Millions, des millions. Et comment les rassembler, ces signatures? On a déjà du mal à rassembler 500 maires pour une élection présidentielle. Alors comment voulez-vous, sur un sujet particulier, c'était le moyen de, comment dire, de tuer dans l'œuf une réforme qui aurait pu être intelligente. Voilà. Eh bien, nous vous remercions. Vous avez écrit un livre dernièrement sur les États-Unis, vous pouvez nous rappeler le titre? Alors oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Dieu n'a pas béni l'Amérique », et ça j'en suis de plus en plus convaincu, et il a bien fait. Et ce livre est disponible comment dans toutes les librairies quand on n'a pas dans les gondoles, dans toutes les librairies, à la FNAC, sur Amazon, etc., etc. Et puis aux éditions Sigeste, où les personnes intéressées peuvent le commander. Voilà. Nous vous remercions.